En revanche, nous, on a aussi envie d'entendre vos retours sur ce que vous avez entendu, que vous soyez guyanais et ou amérindien ou d'ailleurs. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires, si vous en avez, de vos questions, et également si vous en avez. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci pour cette commission vérité qui, en tout cas, nous, mon petit frère et moi, nous permet de comprendre une partie de notre histoire puisque nous sommes issus d'un père qui a vécu dans ces structures pendant 10 ans. Dans un premier temps, en fait, dans le home indien d'Irakubo et dans un second temps à l'orphelinat de Rémur-Montjoly. Je confirme, c'est une période de l'histoire qui est très taboue. J'ai appris plus en 2 semaines où je lui ai fait passer l'invitation, en fait, pour ma participation à cet événement que depuis les nombreuses années où je lui demande de nous transmettre en fait toute sa culture amérindienne. Donc merci. J'avais une remarque en fait, puisque du coup durant la première partie, on a beaucoup parlé de la responsabilité de l'État français. On a beaucoup parlé de la responsabilité en fait de l'Église catholique. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a une responsabilité ou pas aussi des élus locaux de l'époque? Merci. Il y a monsieur là, la dame. Monsieur. Le micro, il a de toute façon. Monsieur a le micro. Allez-y, vous avez le micro. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. En tout cas, merci pour l'hommage rendu à Alexis Stiuka, qui était un ami avec qui je partageais beaucoup de choses, et notamment cette idée qu'il travaillait beaucoup d'une éventuelle travail sur la mémoire de son peuple. Et à l'époque, ce qui nous a permis un peu de lui faire rencontrer des amis d'Afrique du Sud et notamment d'autres commissions de comités de vérité et justice. Ma question est plutôt sur l'aspect, vous y avez répondu un peu partiellement, concernant la résistance du Conseil. Okay. Est-ce que, d'une manière générale, une commission vérité et justice, c'est aussi une partie de ce qu'on appelle la médiation? D'accord, en tant que tel. Je suis médiateur. Et donc, concevoir éventuellement ce travail par la suite de vérité et justice en partie médiation sans éventuel le consentement d'une partie concernée m'interroge. Parce qu'en général, aborder une commission ou un travail de vérité et justice se fait avec le consentement des acteurs, le consentement des acteurs, j'allais dire, d'une manière visible, acceptée en tant que telle. Donc, comment éventuellement vous pensez éventuellement gérer cette question qui est au cœur un peu de la démarche d'une commission vérité et justice et de sa partie de médiation? Merci. Oui, ok. Alors bonsoir à tous. Déjà, je me présente Alexandre Sommer, je suis membre de l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane. Je suis amérindien et donc d'autant plus touché, concerné en fait par la thématique qui est abordée ce soir. Déjà, je voudrais aussi remercier le député Jean-Victor Castor d'avoir été à l'initiative de cette présentation ce soir. Remercier également Hélène Ferrarini pour son travail. En fait, ce livre, je pense, a déclenché beaucoup de choses. Et puis remercier bien sûr l'Institut Louis Jouannet pour la mise en place de cette CVR. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment une importance à mettre en place cette CVR. En tout cas, en tant que représentant de l'Organisation des Nations Autochtones, c'est naturellement qu'on vous apporte cet appui. Et puis j'aimerais un peu vous soulager de... Je n'ai pas cette obligation de neutralité, alors moi je vais vous soulager de cette contrainte du Grand Conseil coutumier. Je peux comprendre qu'en tant qu'institut, vous avez besoin d'un appui institutionnel au niveau local pour tout simplement initier cette CVR.
vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une instance qui est consultative, premièrement, qui est dépendante de l'État. Et donc, sur ce point-là, je pense qu'il n'y a pas à chercher bien loin sur les raisons pour lesquelles le Grand Conseil coutumier vous a donné la réponse qu'il a faite. Et puis, donc moi, j'ai participé malgré moi à la création de cette instance, puisqu'à l'époque, ça s'appelait le Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinangé. Et à l'époque, la députée de Guyane, Chantal Berthelot, avait mis dans son amendement, donc c'est dans la loi égalité réelle outre-mer, une instance indépendante juridiquement. Donc ce n'est pas ce qu'a retenu l'État, et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons toujours un grand conseil coutumier rattaché au préfet budgétairement. Enfin voilà. Donc vous soulagez de ça en vous disant que vous avez des organisations autochtones locales bien implantées. Alors il y en a plusieurs. L'ONAG, c'est une parmi d'autres, mais qui déjà légalement sont déclarées auprès de la préfecture. Donc légalement, elles sont juridiquement installées. Et puis surtout, vous appuyez aussi sur le droit international, quand bien même il n'est pas opposable au droit français. Moi, en tant que juriste, donc moi je suis passionné également par ce sujet-là. En tant que juriste autochtone, j'ai vraiment participé aux Nations Unies. J'ai vu Clarisse tout à l'heure qui a fait une déclaration, on ne l'a pas dit, mais c'était aux Nations Unies. Donc dans le cadre des mécanismes, on a l'occasion, nous, en tant qu'autochtones, représentants d'organisations, de prendre la parole à Genève, à New York, sur ces sujets-là. Et donc sur le droit international, c'est les autorités coutumières qui ont la légitimité en fait pour vous appuyer dans la mise en place de cette commission, et puis aussi les organisations autochtones à l'appui. Donc vraiment, bon, de toute façon, j'ai compris que vous allez continuer quoi qu'il arrive, donc c'est tant mieux, je suis rassuré. Mais le Grand Conseil coutumier, c'est plus un problème d'affiliation à l'État. Nous avons également malheureusement une cohabitation bushinangé amérindienne qui fait qu'il y a une présidence tournante. Actuellement, c'est un président noir-marron, donc bushinangé, qui, je ne sais pas aussi quelle est sa posture sur ce point-là, mais il aurait mieux valu, pour trancher cette question-là, un président ou en tout cas un représentant autochtone de ce Grand Conseil qui puisse s'exprimer. Voilà, c'était juste à ce niveau-là. Donc si l'Organisation des Nations Autochtones peut vous appuyer dans les futurs colloques, ce sera avec grand plaisir qu'on sera présent. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Je voulais savoir concrètement comment, en tant que moi, mon échelle, jeune femme de 23 ans, on peut contribuer à ce combat, ce devoir de mémoire, en plus de notre signature sur cette commission vérité. Qu'est-ce que concrètement on peut faire à notre échelle ? Oui, allez-y. Ma question, elle touche un peu à la psychologie. Alors, je ne sais pas si ce sera facile d'y répondre. C'est par rapport aux personnes donc, qui ont subi des traumatismes du fait d'avoir été coupées de leur culture, de leur langue. Dans la manière dont on les coupait. Donc, vous avez indiqué des procédés qui finalement sont une forme de violence, c'est-à-dire l'interdiction, le châtiment. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ça allait un peu plus loin, parce que je sais en m'étant intéressé à des peuples qui ont subi des choses similaires dans d'autres zones du monde, où il y avait parfois des situations où on faisait culpabiliser ces gens de pratiques culturelles, traditionnelles, de leurs ancêtres, etc. Et au niveau de leur traumatisme, donc ces personnes présentent finalement une culpabilité plus ou moins consciente d'appartenir à une culture finalement qui a eu à un moment donné telle ou telle pratique, etc. Et il y a aussi parfois, lorsqu'on veut éradiquer une langue, une culture, alors il y a le recours à la violence. On s'aperçoit finalement que c'est pas forcément ce qui marche le mieux, parce que les gens qui subissent cette violence ont plutôt la réaction de s'accrocher à leur langue, mais parfois il y a aussi la déconsidération sociale, et ça c'est beaucoup plus sournois. Moi, je peux vous faire, donner l'exemple personnel. Je suis moi du sud de l'Ardèche, donc j'ai un père qui parlait patois, qui a subi ce type de violence, où on interdisait à l'époque de parler cette langue. Sa génération a continué à parler parce que elle subissait cette violence. Par contre, la génération suivante, qui est la mienne, il y avait une forme de déconsidération, et les gens qui parlaient ces patois qui descendaient de l'occitan étaient considérés comme des ploucs, étaient déconsidérés socialement. Et par contre, ça a complètement ruiné la pratique de ces langues, vous voyez. Vraiment.
Alors, plusieurs, peut-être, choses. Je vais prendre des questions fort courageusement dans l'ordre où elles ont été posées. D'abord, sur la médiation. Est-ce qu'on peut faire une commission vérité et réconciliation si toutes les parties n'y sont pas associées? A priori, non, mais la situation guyanaise, elle est quand même un peu particulière. D'abord, il peut très bien y avoir une commission, d'abord, qui ne serait qu'une commission vérité. C'est-à-dire de donner aux personnes qui veulent témoigner et aux personnes qui ont souffert, qui ont été des victimes, la possibilité de le faire parce que c'est la première fois qu'on le ferait et que ce recueil-là, de la parole, il est absolument central. Ensuite, s'il peut y avoir une commission dialogique de réconciliation, en tout cas de dialogue, bien sûr que ça serait mieux, mais le refus du Grand Conseil coutumier ne me paraît pas indiquer un refus global de la société guyanaise en dehors des peuples autochtones, je ne vais pas dire amérindiens, d'y participer. Et moi je crois, alors je suis peut-être un peu trop optimiste, mais je crois que à l'effet boule de neige, et qu'à un moment donné, si les choses se font, il sera très difficile pour, y compris le Grand Conseil coutumier, et même y compris son président, qui n'était pas le soutien le plus stable, de ne pas y participer. Et je crois que de ce point de vue-là, on est un peu dans la mise en place d'un cercle qui serait un peu vertueux d'entraînement vers la participation. Sur le droit international et sur la participation de l'État, le portage, enfin il y a plusieurs choses à dire. D'abord, effectivement, si le Grand Conseil coutumier nous soutient, c'est bien. S'il ne nous soutient pas, là, ça nous a un peu quand même pris au dépourvu parce que une partie du budget a été immédiatement refusée. Et puis bon, c'était quand même pas très agréable, on va le dire. Mais on peut faire sans. Et c'est la question du portage de la Commission qui peut se poser. Il vaudrait mieux que l'État y soit. Mais l'État, il peut pas y être tout seul. Il doit y avoir un consortium d'organisation. C'est ce qu'on va préconiser dans le rapport. Mais il y a des exemples de commissions vérité sans l'État. Elles sont peut-être un peu plus difficiles à mettre en place, mais après tout, pourquoi pas, et elles vont perdre en moyens, mais gagner sûrement en indépendance. Il y a des exemples de commissions vérité, et le président Sauvé aurait pu en témoigner, portées par une organisation privée, l'Église. Il y a des exemples de commissions vérité en Espagne qui ont été portées au Pays Basque Sud, en Espagne, par des collectivités territoriales. Il y a des commissions vérité qui ont été portées par des associations, des collectifs d'associations. Notamment Chorotte. Et puis on peut même imaginer des commissions qui utilisent les moyens modernes de dématérialisation. Bref, tout est possible. Avec l'État, c'est bien. Sans l'État, c'est possible quand même. Et je pense que de ce point de vue-là, il ne faut pas se heurter. Sur la commission vérité, et pour rebondir sur ce que vous disiez, et encore merci de votre soutien, sur le droit international. Il est clair qu'il y a un droit international des peuples autochtones, notamment on pense à l'acte de 2007, à la déclaration de 2007, mais aussi évidemment à la résolution 169 de l'OIT. On sait pour l'instant que sa ratification se heurtera vraisemblablement à la censure du Conseil constitutionnel. Une commission vérité peut très bien proposer la mise en place de manière officieuse d'un certain nombre de dispositions, que ce soit la consultation préalable, etc., dans des mécanismes sans nécessairement le rentrer dans la loi. C'est un peu détourné, mais après tout, pourquoi pas? Et ça renvoie à la question que vous avez posée, monsieur, et que vous avez évoquée sur la culpabilisation qu'on peut faire comme procédé de répression linguistique. Au fond, le meilleur moyen de décourager les gens de parler une langue, c'est pas de leur interdire, c'est de leur faire croire que leur langue est une langue d'attardé, etc., etc. Mais ça, c'est une technique qui a été utilisée non seulement dans l'outre-mer, mais aussi en France. Mais aussi en France, vous évoquiez le sud-ouest en parlant de vos parents et vos grands-parents. Nous pourrions évoquer l'endroit où nous venons. Nous sommes une organisation qui vit au Pays Basque, qui travaille au Pays Basque, et la langue basque, elle a été sanctionnée de la même manière. À l'école, il était interdit de parler le basque, et vous pouviez être puni pour parler le basque. Et aujourd'hui, on peut assister au Pays Basque à une résurgence de la pratique. Mais on a aujourd'hui le paradoxe de familles où les petits-enfants parlent le basque parce qu'ils l'apprennent à l'école et ils le réapprennent à leurs grands-parents qui, eux, ont honte de le parler parce qu'on les a élevés dans la honte de parler le basque. Et donc je crois que de ce point de vue-là, c'est vraiment un problème systémique au-delà de ce que on peut considérer pour telle ou telle région. Et les politiques linguistiques sont des politiques qui sont extrêmement répressives, même si c'est pas des politiques
au fond, de sanctions. Mais là encore, la justice traditionnelle a des choses à dire. Hein. Vous savez peut-être qu'il a été mis en place une commission vérité-réconciliation au Groenland, dans le principe de séparation de ce peuple avec le Danemark. Eh bien, la commission vérité-réconciliation, l'État danois a refusé d'y participer, en disant « ça ne nous concerne pas ». Ça ne nous concerne pas. Le Groenland a maintenu la commission vérité en disant « mais ça sera une occasion de nous réconcilier avec nous-mêmes, de nous réconcilier avec notre histoire ». De nous réconcilier avec justement ce qu'on appelle, ce que les Groenlandais appellent, le colonialisme intellectuel ou le colonialisme moral, individuel, qui consiste à donner aux personnes qui sont porteurs d'une culture la honte de le faire. Et donc tout ça, la commission vérité, elle peut y participer. Et d'un point de vue psychologique, il y a des méthodes de thérapie qui ont été notamment beaucoup travaillées au Canada sur ces questions-là. Donc évidemment que on comprend tout à fait. Et je voulais aussi, monsieur le député, vous remercier pour le soutien que vous avez apporté et vous dire Milesker Yaona, Eskaldun Besala ou Zaitut. Merci monsieur, je vous comprends en tant que basque. Je voudrais juste répondre à la question qui a été posée, une question assez historique sur les élus locaux. Mais d'abord, merci pour votre témoignage, parce que je pense qu'il se passe des choses comme ce que vous décrivez dans votre famille, c'est-à-dire en fait le sujet qui s'ouvre, et c'est des choses dont on n'a pas forcément écho, parce que ça se passe à l'intérieur des familles, et c'est toujours assez émouvant et intéressant de savoir que ce genre de discussion s'ouvre. L'implication des élus locaux, alors moi il me semble que lorsque les hommes se mettent en place dans les années 30, 40, 50, 60, globalement les élus locaux partagent l'idée et du clergé et des pouvoirs de la préfecture, de l'intérêt, de la nécessité d'intégrer les populations autochtones. D'ailleurs, à Irakubo, en 1951, il y a un baptême collectif de garçons du Homme auquel assistent le préfet, l'évêque et le maire de la commune. Et voilà, ce triptyque réuni un petit peu sous... Les enfants sont réunis sous ce trio-là. Et ce que j'ai pu aussi observer un peu plus tard, dans les années 70, ce sont des blocages, des freins de la part d'élus locaux qui avaient un homme dans leur commune pour retarder le moment de l'ouverture dans les villages autochtones. Par exemple, parce que en fait la présence du homme et des enfants du homme faisait vivre le commerce local, parce que c'était des bouches à nourrir, donc en fait le prêtre achetait localement des produits. Ça, c'est quelque chose qui a été assez vrai, je pense, entre Mana et Awala, où du coup les élus du conseil municipal de Mana ont, je pense, participé à retarder l'ouverture des classes d'école primaire à Awala pour garder encore un petit peu avec... C'était aussi le souhait des religieuses, les hommes ouverts un petit peu plus longtemps. Mais il y a aussi eu des démarches de la part d'élus locaux pour fermer les hommes. Et je pense notamment venant du parti du MDES, du parti du député Jean-Victor Castor. Je pense que pour le homme de Saint-Georges, il y avait eu des mouvements de ce type qui n'avaient pas forcément abouti, mais on trouve des choses dans des archives audiovisuelles, et aussi des actions pour tenter de sectionner ce lien incestueux entre Église et État qui existe toujours en Guyane. Bonsoir. J'ai pris le temps d'écouter tout le monde ce soir. J'ai pris le temps d'écouter mes frères et sœurs aussi qui sont présents. Je m'appelle Yue Henry. Je suis Kalinia Tulewiyo et je suis la fille du leader politique Paul Henry, premier maire d'Awala Yalimapo. Et ce soir, il n'a pas pu être là, mais je remarque que ma cousine est là. Enchantée cousine, je ne t'avais pas encore rencontrée. Mais voilà, nous sommes là. Et je remarque aussi qu'il y en a d'autres enfants qui sont enfants de ces enfants qui ont été pensionnaires et qui ont vécu cette vie au pensionnat. Et c'est une histoire que je porte en moi car mon père me l'a transmise, comme je pense aussi pas mal d'entre nous connaissons notre histoire. Hein. Il faut que cela cesse, que l'on pense que on ne connaît pas notre histoire, nous la connaissons. Nous la connaissons parce que nous la vivons d'abord et parce que nous sommes Kalinia. Et l'une des choses que j'ai remarquées ce soir, c'est qu'il y a eu des questions très pertinentes, qu'il y a eu des prises de parole très pertinentes,
Et je vous remercie d'ailleurs pour votre travail. Et je regrette fortement cependant que il y a eu des enfants qui ont été interrogés, mais pas tous. J'espère que dans l'avenir, cela sera fait. Dans ma famille, nous sommes plus de 2/3. Je suis petite fille de quelqu'un qui a été au pensionnat. Je suis fille de quelqu'un, je suis nièce de quelqu'un qui a été... donc je suis complètement liée. Et donc j'espère que cela se fera dans l'avenir, que nous serons interrogés. Et vous avez évoqué aussi le fait que la génération d'après, donc moi, la génération d'après et d'autres, ont vécu aussi ces traumatismes. Nous les vivons au quotidien. La perte de la langue qui s'est faite. La volonté aussi de se reconnecter à notre culture, à connaître notre culture. Parce que malheureusement, en France, pour avoir accès à nos cultures, nous devons intégrer des musées. Nous devons aller au musée, lire des livres qui sont écrits par d'autres. Et aujourd'hui, c'est notre tour. Et c'est ce que je voudrais annoncer ce soir, c'est notre tour. Regardez-nous bien, nous sommes plusieurs, et nous nous levons ce soir pour dire que cette histoire, elle est d'abord Kalinia. Elle est d'abord Kalinia, Kalinia Tulewiyo. Elle est aussi d'autres peuples qui ont subi ces sévices, qui ont subi ces moments tragiques dans leur vie. Et je sais qu'on le fait par le biais du droit, qu'on passe par le droit, par cette commission vérité qui, j'espère, aboutira sur quelque chose de positif pour nous. Parce qu'il faut savoir que la génération de ceux qui ont été, mon père approche les 70 ans, le temps presse. Et ce que je regrette fortement, c'est qu'on nous dit sans arrêt, il faut patienter. Patienter, nous avons le temps. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps, parce que la génération de mon père est en train de partir. Et malheureusement, ma cousine peut le dire aussi, son père est parti et n'aura pas le temps de voir l'aboutissement de ce travail, de cette œuvre, de ce projet. Et donc, c'est ce que je voudrais dire, l'urgence. L'urgence qu'il y a d'aller, peut-être pas vite, mais d'aller droit au but. Voilà. Et je voudrais surtout dire ça, remercier le frère qui a pris la parole ce soir. Tu t'es retourné par là-bas, mais j'ai senti ton message par ici. Donc je me lève pour me présenter à toi. Et je suis très touchée par ton message. Et je suis contente que mes frères et sœurs soient ici. Parce que quand j'ai vu que ça se passait à Paris, je me suis dit, où sont les miens? Et nous sommes là. Nous sommes très peu nombreux, mais nous sommes là. Merci bien. Monsieur Dubouille qui nous dit « Les homes ont été arrêtés en 2023, mais aujourd'hui, nous avons les familles d'accueil qui ne sont pas forcément mieux. Vous avez eu l'occasion de vous pencher sur cet aspect ?» Voilà, nous vous laissons répondre. Pour ce qui est des familles d'accueil, des familles hébergeantes, oui, c'est un vrai problème. D'ailleurs, le premier séminaire était à parallèle avec l'UNICEF sur l'enseignement aujourd'hui et l'enseignement dans les homes. Et je dirais par certains côtés que le problème, il est le même. Enfin, les problématiques autour des familles hébergeantes aujourd'hui, ce qui ressort, c'est des problématiques qui sont extrêmement comparables en termes de reproches, de violences, etc. Je crois qu'il y a un règlement des familles hébergeantes qui interdit l'utilisation des langues autochtones dans le cadre de la famille. Donc on en est toujours là. Pour ce qui est des personnes que nous voulions interroger, dans l'idéal, on souhaiterait pouvoir interroger tout le monde, et on avait prévu de revenir notamment à Voilà, et d'aller un peu partout et de revenir ça n'a pas encore été possible, mais on espère qu'on va le faire de ce point de vue-là. Mais évidemment, on est à votre entière disposition pour les recueils de témoignages. De ce point de vue-là, c'est toujours aussi évidemment possible. Magali, vous souhaitez... Non, c'était juste aussi pour vous dire que c'est aussi d'abord et avant tout le travail qu'on espère de la future commission, de pouvoir entendre toutes celles et tous ceux qui auront envie de s'exprimer devant elle. Nous, on était là en fait pour essayer de voir est-ce que parmi les gens qu'on rencontre, ça nous semble possible ou souhaitable, oui, est-ce qu'ils souhaitent pouvoir parler devant une commission, mais on n'est pas malheureusement, enfin on n'est pas, je veux dire malheureusement, s'il n'y a pas de malheureusement ou heureusement, on n'est pas la commission vérité réconciliation ou la commission vérité. Donc par contre, une commission vérité, elle permettra vraiment, elle lancera des appels à témoignages, des appels à la parole, et toutes les personnes qui voudront parler pourront être entendues. Mais par contre, effectivement, si vous souhaitez, parce qu'effectivement la question de la rapidité et la question du temps, c'est un vrai problème, et c'est
c'est un vrai problème dans le cas de beaucoup de situations. Effectivement, certaines personnes n'ont pas le temps d'attendre pour pouvoir témoigner. Donc après, s'il y a des gens qui souhaitent déposer un témoignage, qui souhaitent nous faire part de choses, effectivement, par contre, vous avez nos emails. On est à disposition pour pouvoir aussi recueillir la parole de ceux qui le souhaitent. Mais je voulais dire qu'on partage totalement votre position sur l'urgence. On est dans une période vraiment d'urgence pour ce genre de situation parce que effectivement bientôt les gens qui ont vécu les hommes ne pourront plus en parler et je me souviens d'avoir eu un échange un peu tendu avec quelqu'un de la préfecture qui me disait mais il faut attendre que les victimes soient prêtes et je lui avais répondu je pense que surtout vous attendez que les victimes soient mortes donc il faut aller le plus vite possible.